La question est importante. Existe-t-il encore une gauche? Existe-t-il encore une droite? Et j'ai travaillé un petit peu, j'ai bouquiné, j'ai été chercher des informations à droite, à gauche, justement. Et c'est ce qui fait que je me suis aperçu que le phénomène de droite-gauche, il date réellement de la Révolution française. Mais si on va aller plus loin, ça date déjà avant. Déjà au Moyen-Âge, il y avait les gens qui étaient pour la tradition et d'autres qui étaient plus émancipateurs. Par exemple, au Moyen-Âge, sous Aliénor, il y avait tout un quart sud-ouest, qui était plutôt d'un Moyen-Âge où les gens pouvaient s'exprimer, sortaient beaucoup dehors et chantaient. Il y avait beaucoup de culture, d'écrivains, de poésie. On pourrait dire que ça, c'est un ancêtre de la gauche. Et puis, plutôt dans un quart, un grand quart, une grande moitié, même nord de la France et à l'est, où c'était plutôt des francs. Et là, où c'était déjà beaucoup plus strict et on pourrait appeler ça maintenant la droite. Donc ce phénomène de séparation d'idées ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est ancestral. Même si je devais aller faire des recherches, je suis sûr que sous Rome ou sous Athènes, il y avait déjà des oppositions qui forcément s'opposaient et discutaient de façon différente pour arriver à un projet qui puisse plaire à tout le monde, plus ou moins. Mais donc pour revenir à la Révolution française, ce qui est marrant, et moi ce qui m'a fait sourire, c'est que je me suis aperçu, c'est qu'à la Révolution française, comme chacun sait, c'était organisé par la bourgeoisie. La bourgeoisie, à l'heure actuelle, est de droite, alors qu'à l'époque, elle était complètement à gauche, puisqu'elle s'opposait au pouvoir. Et là, à partir de ce moment-là, dans l'hémicycle, eh bien, il y a eu toute cette controverse entre ce que moi j'appelle le côté marchand et le côté, on va dire, ancestral, la noblesse de France. Et là, ça a encore fait une coupure, puisque la droite, on va dire que la gauche de l'époque est passée complètement à droite à l'heure actuelle, puisque nous sommes dans un système qui est complètement marchand. Et ça, c'est des postulats qu'il faut connaître dans la mesure où on ne sait plus ce que c'est ni la droite ni la gauche. Hormis dans un hémicycle comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, où des gens sont assis à droite, d'autres à gauche, mais ça ne veut pas dire que ceux de droite soient à droite et ceux de gauche soient à gauche. Surtout qu'à l'heure actuelle, tout le monde est marchand. Et je vous rappelle que le côté marchand, c'est une idée qui date de la Révolution française. Donc, théoriquement de gauche, mais à l'heure actuelle, les marchands sont à droite, puisque c'est tout le profit, c'est l'individualisme forcené, etc., etc. Et ça, je trouve ça très, très, très cocasse comme système de dire est-ce qu'on est de droite ou est-ce qu'on est de gauche. Ce qui fait que, moi je me dis de droite, et puis si je réfléchis, je pense que il y a quelque chose quand même qui est terriblement de gauche, qui est terriblement à gauche chez moi, c'est que j'ai cet aspect de vouloir protéger les gens. Que les gens puissent vivre normalement, protéger le faible contre le fort. Bon, ça c'est, paraît-il, une idée de gauche. Moi je sais que dans les temps médiévaux, le noble était là pour protéger justement les pauvres contre les riches, le faible contre les puissants. Le fait d'être libéral, ça n'appartient ni à la droite ni à la gauche. C'est ce que j'appelle moi les marchands. La grande bourgeoisie, c'est-à-dire les industriels et les bourgeois et les financiers, tout ça pour moi c'est en dehors du jeu politique, droite-gauche. C'est-à-dire que par exemple les socialistes qui ont quand même signé le traité de Rome en 1957, c'est sous un gouvernement socialiste, faut pas l'oublier. C'était écrit noir sur blanc, comme quoi c'était pour développer une économie libérale. Même si une fois on m'a fait une remarque
comme quoi, oui, mais libéral en 57, ça ne voulait pas dire ce que c'est à l'heure actuelle. Et bon, à l'époque, je n'avais pas encore tout à fait le même état d'esprit. Mais si je devais répondre alors, maintenant, c'est méconnaître tout ce monde, toute cette aristocratie, cette oligarchie, qui savait très bien jouer des mots. Et c'est des gens qui travaillent dans le temps. C'est-à-dire qu'en 57, ils savaient très bien que le libéral, ça voulait dire libéralisme. C'est une société à l'américaine qui n'est pas adaptée du tout à l'Europe, de toute façon, quoi qu'il arrive. On s'est engagé dans un système économique dont on sait maintenant, on a la preuve par A plus B, qu'il ne fonctionne pas. Ou s'il fonctionne, c'est pour une minorité de personnes à travers le monde. C'est-à-dire les, on va dire, 3% et qui débordent un petit peu sur 20 autres % de la population mondiale. Mais on sait très bien que l'économie telle qu'elle est faite à l'heure actuelle ne fonctionne absolument pas. Même, je veux dire, si on va être pragmatique, rationnel, on voit que ce système d'économie ne peut pas fonctionner. Et il ne fonctionnera jamais. C'est un petit peu comme l'Union soviétique, ils ont voulu imposer une certaine forme de structure, et ils savaient dès le départ que ça n'allait pas marcher, mais ils ont poursuivi pour essayer que ça puisse marcher, pour que ça finisse par s'écrouler. C'est pour ça que le seul côté optimiste de la situation actuelle, c'est que je sais que ce système économique qui gère le politique, qui gère la morale, qui gère quand même beaucoup de choses, va de toute façon s'écrouler. Le tout, c'est de savoir quand. Alors si moi, de mon côté, je peux aider à ce que ça s'écroule plus vite, si je peux tailler un petit peu les fondements avec mon petit marteau et mon petit burin pour que l'échafaudage s'écroule, eh bien, je le fais. Je travaille comme une petite mythe, je mange petit à petit, et puis voilà. Et puis si je fais des petits, tant mieux. Mais c'est vraiment ça, c'est l'aspect des choses. Oui, ben moi je reprends le système de la résistance française de la dernière guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas arrêté de saboter les choses. Bon, l'outil de mise en œuvre, c'était des armes, ou des bombes, ou de la dynamite, etc. Maintenant, bon, l'outil qui permet de rogner ça, c'est le langage. Et quand je dis langage, là c'est un domaine que je connais particulièrement, parce que c'est un petit peu mon métier, c'est le langage, bon, il y a le verbe, mais il y a le geste, il y a la tournure des phrases, il y a énormément de choses, il y a l'intonation. Si on ne joue pas sur une intonation, ça va être difficile de pouvoir faire réfléchir quelqu'un. Si on est atone, c'est bon, ben, il va y avoir une réflexion en face qui sera atone. Si vous émettez, si on émet quelque chose qui fait ça dans la voix, ben forcément, la personne va réagir de la même façon. On a ce pouvoir, nous les êtres humains, de rentrer en empathie. Qu'on le veuille ou non, on rentre en empathie. Ou en antipathie, si on veut. Mais surtout en empathie, si on a envie de discuter. Et ça, c'est très amusant. Donc l'outil que j'utilise, c'est le langage. Et bon, bah, je fais ce que je peux, moi, à mon petit niveau. Moi, je sais que je manipule. Je sais très bien que je m'auto-manipule. Je sais que je suis manipulé. Je sais que je suis formaté. Et je sais que je peux formater. Et que je peux m'auto-formater, comme je l'entends. Mais j'en ai parfaitement conscience. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que je ne suis pas sûr que nos imbéciles heureux parce que ce ne sont pas des idiots utiles, ce sont des imbéciles heureux qui prennent la parole à l'heure actuelle, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient conscients qu'ils manipulent. Et donc, pour revenir à la droite et la gauche, il y aurait deux formes de droite et deux formes de gauche. Bon, alors, la première forme de droite et de gauche, elle est libérale. Alors, il y en a une qui serait de droite, qui est antisociale, et celle de gauche, qui, elle, serait pseudo-sociale. Voilà, il y en a qui affirment qu'ils sont antisociales, c'est la droite Sarkozy, et puis l'autre qui est pseudo-sociale, qui est ce qu'on connaît à l'heure actuelle, le hollandisme, voilà, c'est du pseudo-social. Et puis il y a deux autres donc, variantes qui sont, qui seraient de gauche, qui elle est vraiment sociale, qui est émancipatrice, et qui est, on va dire, pour faire simple, qui serait marxiste. Et puis vous avez une droite qui elle aussi est sociale, mais avec, disons, plutôt côté paternaliste, protecteur,
le côté chrétien, traditionnel. Chrétien, marxiste, ça ne va pas ensemble, mais la fonction sera à peu près la même en fait. C'est celui de ce côté social. Et puis donc d'un côté il y a l'émancipation qui est à gauche, c'est-à-dire qu'on va vers l'aventure, alors que le traditionnel, lui, va aller chercher dans l'histoire ce qui marche. C'est de ces grandes différences que je peux voir entre la droite et la gauche. Le réalisme contre le rêve et l'utopie? L'émancipation est quand même utile. Je veux dire, c'est absolument nécessaire qu'on aille à l'aventure. Mais entraîner tout le monde à l'aventure, là, ça devient délicat. Qu'il y ait des expériences de fait, qu'elles soient validées, un petit peu comme dans les sciences. Si une fois que c'est validé plusieurs fois, là, on peut mettre quelque chose en place, alors que la droite, elle va toujours utiliser, du moins cette droite-là, elle va utiliser des choses qui ont déjà marché dans le passé. On sait très bien que ça fonctionne de cette façon. En fait, la terminologie droite-gauche, c'est tellement intriqué. Il faut les deux. Si on veut se comparer à quelque chose qui a fait ses preuves jusqu'à présent, qui remonte à des milliers d'années, c'est le système yin-yang. Il faut du yin, il faut du yang. Et dans le yin, il y a du yang, et dans le yang, il y a du yin. Et c'est parce qu'il y a cet équilibre que la roue peut tourner. S'il y a trop de yang, ça va mal tourner. S'il y a trop de yin, ça va mal tourner de la même façon. Dans une société, il faut qu'il y ait des oppositions. En fouillant justement pour cette idée de droite-gauche, j'ai repris un livre qui s'appelle « La psychologie des foules » de Gustave Le Bon. Qui date pas d'hier. Qui ne date pas d'hier et qui a été écrit en 1895. En 1895, on se disait, c'est pour... à la limite, on pourrait dire c'est des arriérés, c'est presque, ils sortent des hommes de Néandertal, presque, moins pour nous. Mais en fin de compte, quand on relit ce livre, on s'aperçoit qu'il est d'une actualité étonnante. C'est-à-dire que rien n'a changé. Et ce qu'il marque, en fin de compte, ce qui est, on nous bassine, nous les Français, avec la liberté. Sauf que la France, depuis des milliers d'années, elle, ce qu'elle cherche, c'est l'égalité. C'est-à-dire, quelque part, la protection sociale. Et lui, il le note déjà en 1895, comme quoi c'est le système, c'est les Anglais, les Américains, tout le système anglo-saxon qui, eux, privilégient la liberté, alors que les Latins et donc la France, elle, privilégie l'égalitarisme. La justice, exactement. Et donc, tous nos discours politiques, si on veut vraiment percuter de façon politique, il s'agit pour nous de parler plus de justice, d'égalité, plutôt que de liberté. Puisque ça, c'est presque inscrit, nous, dans nos gènes, nous, de francophiles et francophones. Puisque même toute la francophilie va dans le sens de justice et d'égalité, et non pas spécifiquement de liberté, puisque nous sommes très attachés au dogme. Nous avons besoin de règles. Et ça, c'est quelque chose qui est important à savoir quand on veut tenir un discours politique. Et ce livre, c'est la 3e ou 4e fois que je lis, mais c'est un livre qui est aussi important que Machiavel. C'est un livre que tout homme politique a lu et a étudié forcément. Et si on veut se lancer, avoir un discours politique, si on n'a pas lu ce livre, si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, eh bien ça va être difficile de faire de la politique. Donc si on veut porter une parole, il faudra toujours parler de justice et d'égalité. Ça sera beaucoup plus payant que la liberté.